Je m'appelle Élise, j'ai 53 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus bouleversante de ma vie. Une histoire de trahison, de sacrifice et d'une justice inesperada qui m'a laissé sans voix. Parce que franchement, si on m'avait dit, il y a 10 ans, que ma propre fille me laisserait me noyer dans ma maison inondée pendant qu'un gamin que j'avais recueilli par pitié viendrait me sauver en jet privé, je vous aurais ri au nez. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et croyez-moi, cette reviravolta dramatica va vous faire reconsidérer tout ce que vous pensez savoir sur la famille, l'argent et le vrai sens de la reconnaissance. Tout a commencé il y a 15 ans dans mon petit pavillon de banlieue parisienne à Créteil. J'étais mère célibataire, ma fille Mathilde avait 16 ans et je bossais comme aide-soignante à l'hôpital Henri Mondor. Les fins de mois étaient serrées, mais on s'en sortait. J'avais même réussi à mettre un peu de côté sur mon livret A à la caisse d'épargne. Quelques milliers d'euros pour les urgences, tu vois? Je portais toujours des vêtements clairs, des chemisiers blancs ou beiges pour le travail, parce que ça donnait une impression de propreté et de douceur auprès des patients. Ma vie était simple, prévisible, sans grand éclat, mais remplie d'amour pour ma fille. Un soir de novembre, en rentrant du boulot complètement crevé après une garde de 12 heures, j'ai trouvé un adolescent recroquevillé dans le hall de mon immeuble. Il s'appelait Yanis. Il avait 15 ans et il tremblait de froid dans son sweat déchiré. Il m'a expliqué en bégayant qu'il avait fugué d'un foyer de la DDASS après des mois de maltraitance. Ses yeux noisettes étaient remplis de cette peur animale que je reconnaissais trop bien. Moi qui avais grandi dans un passado conturbado similaire. Mon propre père m'avait abandonné quand j'avais son âge. Du coup, j'ai pas réfléchi à deux fois. Je l'ai fait monter chez moi, je lui ai préparé un chocolat chaud et des tartines, et je lui ai dit qu'il pouvait dormir sur le canapé du salon. C'était censé être pour une nuit. Ça a duré 3 ans. Mathilde, ma fille, n'était pas ravie du tout. Elle m'a dit texto, les bras croisés dans son pyjama rose, « Maman, t'es sérieuse là? On n'a déjà pas assez d'argent pour nous deux, et toi tu ramènes un inconnu à la maison ?» Et complètement folle. Mais franchement, je pouvais pas le laisser dans la rue. J'ai expliqué à Mathilde que c'était temporaire, le temps que je trouve une solution avec les services sociaux. Sauf que les semaines sont devenues des mois, et Yanis est devenu comme un fils pour moi. Je l'ai inscrit au collège du quartier. Je l'ai emmené chez le médecin pour soigner ses infections chroniques. Je lui ai acheté des vêtements d'occasion aux Emmaüs de Créteil. Avec mon salaire d'aide-soignante, qui tournait autour de 1600 € net par mois, plus les APL et le petit complément RSA que je touchais à l'époque, chaque euro comptait. J'ai dû couper dans mes propres dépenses, arrêter mes rares sorties au cinéma, économiser sur la bouffe. Mais Yanis, lui, il s'est transformé sous mes yeux. Ce gamin brisé est devenu un élève brillant, toujours premier de sa classe, passionné par les maths et l'informatique. Il m'appelait Tata Élise, avec une tendresse qui me faisait fondre à chaque fois. Mathilde, par contre, devenait de plus en plus distante, de plus en plus amère. Elle me reprochait de consacrer trop de temps à Yanis, de dépenser trop d'argent pour lui. « Tu préfères ce gamin à ta propre fille !» Elle me lançait régulièrement. Je tentais de lui expliquer que non, que je l'aimais autant qu'avant, mais je voyais bien la jalousie qui la rongeait. C'était une crise familiale qui s'installait, lentement mais sûrement, et j'étais trop aveuglée par ma volonté de sauver Yanis pour voir le gouffre qui se creusait entre ma fille et moi. Le moment décisivo, celui qui a tout changé, s'est produit quand Yanis a eu 18 ans. Il a obtenu son bac avec mention très bien et il a été accepté à l'école polytechnique grâce à une bourse complète pour les jeunes défavorisés. Mon Dieu du ciel, j'étais tellement fière. Le jour de son départ pour Paris, je lui ai donné les 3000 € que j'avais mis de côté sur mon livret A, toutes mes économies, pour qu'il puisse s'installer correctement. « Tata Élise, je te rembourserai tout ça un jour, je te le promets », il m'a dit en pleurant. Je l'ai serré dans mes bras en lui répondant que l'argent n'avait aucune importance, que sa réussite était déjà ma plus belle récompense. Mathilde a assisté à la scène depuis l'embrasure de sa chambre, le visage fermé, les yeux pleins de reproches silencieux. Elle avait 21 ans à l'époque. Elle avait abandonné ses études après le bac pour bosser comme vendeuse chez Zara aux Halles. Elle vivait encore chez moi, payait pas de loyer.
et dépensait tout son salaire en fringues et en sorties. Mais elle me voyait comme une mère indigne, qui avait choisi un étranger plutôt que son propre sang. Pendant les 5 années suivantes, Yanis et moi, on est restés en contact régulier. Il m'appelait chaque semaine pour prendre des nouvelles. Il venait me voir pendant les vacances avec des petits cadeaux, des vivres ou des chocolats. Il bossait jour et nuit sur ses projets d'intelligence artificielle. Il me racontait ses avancées avec une passion débordante que je comprenais qu'à moitié, franchement. Mathilde, elle, était de plus en plus absente. Elle rentrait à pas d'heure, elle évitait les repas en famille, elle me parlait à peine. Et puis est arrivé le drame, celui qui allait provoquer la revirvolta la plus brutale de ma vie. C'était en juin 2023. Les inondations qui ont ravagé la région parisienne, vous vous souvenez? La Seine et la Marne sont sorties de leur lit après des pluies diluviennes, et Créteil a été particulièrement touché. Mon pavillon se trouvait dans une zone à risque, près de la Marne. Mais j'avais jamais imaginé que l'eau monterait aussi vite, aussi haut. Un matin, je me suis réveillée avec 20 centimètres d'eau dans ma chambre. L'eau glacée qui montait, qui s'infiltrait partout, qui détruisait tout sur son passage. J'ai paniqué. J'ai essayé de sauver mes affaires, mais en 1 heure, l'eau était déjà à hauteur de genoux. J'ai immédiatement appelé Mathilde. Elle vivait toujours chez moi à l'époque, mais elle était partie passer le week-end chez son copain, à Vincennes, une zone épargnée par les inondations. Mathilde, ma chérie, la maison est inondée. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? J'arrive pas à tout gérer toute seule. J'étais en train de pleurer au téléphone. L'eau continuait de monter. Je voyais mes meubles flotter, mes photos de famille détruites. Sa réponse m'a glacé le sang plus que l'eau elle-même. Maman, je peux pas venir maintenant. On a prévu un truc avec les potes de Julien. De toute façon, t'as qu'à appeler ton Yanis chéri. Il va bien venir te sauver, lui, non? Après tout, c'est pour lui que t'as tout sacrifié. Et elle a raccroché. Oh là, ça. J'étais tétanisée. Ma propre fille venait de m'abandonner au moment où j'avais le plus besoin d'elle. L'eau montait toujours. J'étais coincée au premier étage avec mes 2 chats terrorisés. Je regardais par la fenêtre les pompiers débordés qui essayaient de secourir les voisins. J'ai appelé les urgences, mais on m'a dit qu'il faudrait attendre plusieurs heures. Ils avaient des centaines de personnes à évacuer. J'ai senti la panique m'envahir complètement. Cette sensation de solitude absolue, d'avoir tout perdu en quelques heures. Par réflexe, j'ai envoyé un message à Yanis. « Mon petit, je voulais pas t'embêter, mais la maison est inondée. Je sais pas quoi faire. » Je m'attendais à un message de soutien, peut-être un conseil pratique. Ce qui s'est passé ensuite relève du conte de fées moderne, franchement. 2 heures plus tard, j'ai entendu un bruit de moteur assourdissant au-dessus de la maison. Un hélicoptère. Jante. Un hélicoptère privé qui tournait au-dessus de mon pavillon noyé. Les voisins sortaient aux fenêtres, les pompiers levaient la tête, bouche bée. L'hélico s'est stabilisé et j'ai vu une échelle descendre jusqu'à ma fenêtre. Et là, dans l'encadrement, le visage de Yanis est apparu, transformé par 6 ans de réussite, mais toujours avec ce sourire doux que je connaissais si bien. « Tata Élise, on va te sortir de là. Accroche-toi bien. » Il m'a aidé à grimper dans l'hélicoptère avec mes chats dans leur cage de transport. À l'intérieur, un intérieur de luxe incroyable, tout en cuir beige et bois précieux. Yanis m'a enveloppé dans une couverture polaire, m'a tendu un thé brûlant. « Yanis, mais qu'est-ce qui se passe? D'où tu sors cet hélicoptère ?» Je comprenais plus rien, j'étais en état de choc. Il m'a souri avec une fierté teintée d'émotion. Tata, ces 6 dernières années, j'ai monté une start-up d'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. On a été racheté l'année dernière par une boîte américaine pour 250 millions d'euros. Ma part, c'était 90 millions. Je voulais te le dire depuis des mois, mais je voulais d'abord stabiliser ma situation, investir intelligemment. Je voulais que tu sois fier, mais surtout, je voulais pouvoir te rembourser tout ce que tu as fait pour moi. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent et à ce qui compte vraiment dans la vie. L'hélicoptère nous a emmenés directement à l'aéroport du Bourget. Là, un jet privé nous attendait. Un vrai jet privé, tu vois, comme dans les films. Yanis m'a installé dans un siège en cuir crème et pendant qu'on décollait vers sa résidence secondaire à Bordeaux,
Il m'a expliqué toute sa trajectoire. Comment il avait bossé comme un fou à Polytechnique, comment il avait monté sa boîte avec 2 associés, comment il avait développé un algorithme révolutionnaire de détection des cyberattaques, comment il avait investi une partie de sa fortune dans des actions LVMH et Total Energy, dans des ETF diversifiés via Boursorama, comment il avait ouvert un PEA pour optimiser sa fiscalité. Tata, tout ce que j'ai appris sur la résilience, sur le travail, sur la générosité, c'est grâce à toi. Tu m'as sauvé la vie quand j'avais 15 ans. Tu m'as donné tes derniers euros pour que je puisse réussir. C'est ton sacrificio qui a rendu tout ça possible. Maintenant, c'est mon tour de m'occuper de toi. Making begging, au revoir. J'ai fondu en larmes. Des larmes de soulagement, de fierté, de gratitude, mais aussi de tristesse en pensant à Mathilde. Ma fille, celle que j'avais portée et élevée pendant 26 ans, m'avait abandonnée dans la pire crise de ma vie, pendant que ce garçon que j'avais accueilli par simple humanité était venu me chercher en jet privé. Yanis m'a installé dans son incroyable propriété bordelaise, une maison moderne, avec vue sur les vignobles, d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Il a insisté pour que je reste le temps de me remettre de mes émotions, et que ma maison soit réparée. Et puis franchement, Tata, tu vas pas retourner vivre à Créteil dans cette vieille baraque. J'ai déjà contacté un agent immobilier. On va te trouver un appartement neuf et sécurisé à Paris, dans le 15e ou le 16e arrondissement, tout près des commerces et des transports. Je m'occupe de tout. Mathilde m'a enfin rappelé. Elle avait vu les images de l'hélicoptère sur les réseaux sociaux. Des voisins avaient filmé la scène, et ça avait fait le tour de Twitter et TikTok. « Maman, c'est quoi ce délire? Yanis est devenu millionnaire et il t'a sauvé en hélico? Pourquoi tu m'as rien dit ?» Sa voix était un mélange de reproches et d'incrédulité. Je lui ai répondu calmement, avec une fermeté nouvelle que je ne me connaissais pas. « Mathilde, je t'ai appelée en pleurant, en te suppliant de venir m'aider. Tu m'as dit de me débrouiller, et tu m'as raccroché au nez. Yanis, lui, il a affrété un hélicoptère et il est venu me chercher en personne. Ça te dit pas quelque chose sur la différence entre la famille de sang et la famille de cœur ?» Silence pesant au téléphone. Puis elle a lâché, avec cette voix plaintive que je détestais. « Mais maman, tu comprends pas, j'étais débordée, j'avais mes trucs à gérer. Et puis franchement, tu m'as jamais rien donné à moi. Toutes tes économies, c'est Yanis qui les a eues. » Et là, ça a été le déclic, le vrai moment décisivo. Celui où j'ai compris la verdad occulta que je refusais d'admettre depuis des années. Mathilde avait toujours été égoïste, gâtée, incapable de voir au-delà de ses propres besoins. Je l'avais élevée seule, je lui avais tout donné, mais je l'avais aussi trop protégée, trop excusée. Je l'avais jamais responsabilisée financièrement. Je l'avais jamais forcée à contribuer au loyer ou aux courses. Résultat, à 26 ans, elle avait aucune maturité, aucune reconnaissance, aucun sens des priorités. Mathilde, je vais te dire quelque chose et tu vas bien écouter. L'argent que j'ai donné à Yanis, c'était un investissement dans l'avenir d'un garçon qui avait rien, qui bossait comme un acharné, qui me respectait et qui me témoignait sa gratitude chaque jour. Toi, tu vivais chez moi gratuitement, tu dépensais ton salaire en conneries et tu me traitais comme une boniche. La vraie richesse, ma fille, elle n'est pas dans les billets. Elle est dans les valeurs qu'on transmet et qu'on reçoit. Et visiblement, j'ai échoué à te transmettre les bonnes. Elle a explosé au téléphone, elle m'a traité de tous les noms. Elle a dit que j'étais une mauvaise mère, que je l'avais trahie, que je méritais ma solitude. Et puis elle a ajouté la phrase qui a tout scellé. « De toute façon, maintenant que Yanis est riche, tu vas bien profiter de son fric. » Hein? C'est ça ton plan depuis le début? Et elle a raccroché. J'ai pas pleuré. J'étais juste fatiguée. Fatiguée de toujours tout excuser, tout pardonner, tout porter. Du coup, j'ai pris une décision irréversible ce soir-là. J'ai dit à Yanis que je voulais pas dépendre de sa générosité, que je voulais reconstruire ma vie par moi-même, avec mon propre argent, mon propre travail. Il m'a regardé avec cette tendresse infinie et il m'a répondu « Tata, je respecte ça. Mais laisse-moi quand même t'aider à démarrer correctement. » Pendant les semaines suivantes,
Pendant que ma maison de Créteil était en travaux d'assèchement et de rénovation, Yanis m'a donné ce que j'appelle maintenant mon éducation financière accélérée. On passait nos soirées dans son bureau vitré avec vue sur les vignes et il me détaillait toutes les stratégies qui avaient transformé sa vie. Tata, la première leçon, c'est celle-ci, tu vois. L'argent, c'est pas sale, c'est pas honteux, c'est un outil de liberté. Toi, tu as passé ta vie à donner, à aider, à te sacrifier et tu t'es jamais occupé de ta propre sécurité financière. C'est noble, mais c'est aussi dangereux. Regarde où ça t'a mené. Une maison inondée, des économies à zéro, une fille ingrate et un avenir incertain à 53 ans. Il avait raison, franchement. J'avais toujours considéré l'argent comme quelque chose de secondaire, presque vulgaire. Je vivais au jour le jour avec mon salaire d'aide-soignante. Je mettais 3 sous sur mon livret A quand je pouvais. Mais j'avais jamais réfléchi à investir, à faire fructifier mon épargne, à préparer ma retraite. C'était comme si j'étais programmée pour la survie, pas pour la prospérité. Yanis m'a expliqué son propre parcours financier. Quand j'ai eu mes premiers revenus de stagiaire, à 20 ans, je gagnais 1 000 € par mois. La plupart des étudiants dépensaient tout en sortie et en fringues. Moi, je me suis fixé une règle, celle des 50-30-20. 50% pour mes besoins essentiels, logement, bouffe, transport, 30% pour mes envies, loisirs, restos, cadeaux, et 20% obligatoirement pour l'épargne et l'investissement. Même avec 1 000 €, ça faisait 200 € par mois que je mettais de côté. Il m'a montré ses relevés bancaires de l'époque sur son ordinateur, des captures d'écran soigneusement archivées. Regarde, Tata, en 3 ans d'études, j'avais accumulé 7 000 €. J'ai ouvert un compte chez Boursorama, 0 frais, et j'ai commencé à investir dans un ETF World, un fonds qui réplique les performances des plus grandes entreprises mondiales. Chaque mois, je versais 150 € automatiquement, que je gagne ou que je perde sur le court terme. Je continuais. Il m'a expliqué le concept des intérêts composés. Cette magie mathématique que je connaissais pas. Si tu investis 100 € par mois pendant 30 ans avec un rendement moyen de 7% par an, ce qui est historiquement la moyenne des marchés actions, tu te retrouves avec 120 000 €. Si tu fais pareil avec 200 €, c'est 240 000. C'est pas tes 100 € mensuels qui te rendent riche, c'est le temps et la constance. Le secret des gens fortunés, Tata, c'est pas qu'ils gagnent des fortunes, c'est qu'ils laissent leur argent travailler pour eux pendant des décennies. Jean, j'avais 53 ans et c'était la première fois que quelqu'un m'expliquait ça aussi clairement. J'avais toujours pensé que la bourse, c'était pour les riches, pour ceux qui avaient des dizaines de milliers d'euros à investir, que c'était risqué et compliqué. Yanis m'a montré comment ouvrir un PEA chez Boursorama en 20 minutes, comment programmer des virements automatiques de 100 € par mois vers un ETF diversifié, comment suivre mes investissements avec l'application Linso pour avoir une vue d'ensemble de mes finances. Et puis, Tata, il y a l'autre face de l'équation, celle des dépenses. Tu peux gagner des millions. Si tu dépenses plus que tu gagnes, tu seras toujours pauvre. Regarde Mathilde. Elle gagne correctement sa vie chez Zara, mais elle a 0 épargne à 26 ans parce qu'elle dépense tout en sortie, en fringues de marque, en resto. Elle vit une vie du plat, tu vois. Elle affiche un train de vie qu'elle peut pas se permettre sur Instagram pour impressionner ses potes, mais derrière, elle a pas 1 € de côté. Le jour où elle perd son job ou qu'elle a une urgence, elle est foutue. C'était tellement vrai que ça m'a fait mal. Ma fille vivait dans l'illusion, dans l'instant présent, sans aucune vision à long terme. Et moi, par ma négligence financière et mon incapacité à lui apprendre la valeur de l'argent, j'avais contribué à créer ce monstre d'irresponsabilité. Yanis m'a aussi parlé de son errança prohibida, une expression qu'il utilisait pour décrire le poids du passé. Tata, tu sais ce que j'ai compris en travaillant sur moi, avec une psy pendant mes années d'études? C'est que je portais l'errança de la pauvreté, de l'abandon, de la violence. C'était comme un fardeau invisible qui me disait que je méritais pas le succès, que j'allais forcément échouer comme mes parents biologiques. J'ai dû déconstruire tout ça, accepter que mon passado conturbado était pas ma destinée,
que je pouvais écrire une nouvelle histoire. Ça m'a profondément touchée, parce que je me suis reconnue dans ces mots. Moi aussi, j'avais grandi avec cette croyance limitante que l'argent était pas pour moi. Que j'étais condamnée à trimer dur pour des miettes toute ma vie, que c'était mon destino de classe ouvrière. En parlant avec Yanis, j'ai réalisé que c'était des mensonges que je m'étais répétés pendant 50 ans. La mudança abrupta dans ma vie est arrivée 3 mois après les inondations. Ma maison de Créteil avait été entièrement rénovée grâce à l'assurance et à un prêt de Yanis que j'ai insisté pour rembourser petit à petit. Mais je voulais plus y retourner. Trop de souvenirs douloureux, trop de ressentiments liés à Mathilde, trop de cette vie étriquée que je voulais laisser derrière moi. Du coup, j'ai pris une décision que j'aurais jamais imaginée auparavant. J'ai vendu la maison, qui valait maintenant 300 000 € après les travaux. Et j'ai utilisé cet argent pour acheter un petit appartement de 2 pièces dans le 14e arrondissement de Paris, près du parc Montsouris, pour 250 000 €. Avec les 50 000 € restants, j'ai suivi les conseils de Yanis. J'en ai mis 10 000 sur un livret A, comme fonds d'urgence. J'ai ouvert un PEA avec 20 000 € investis dans un mix d'ETF World et Europe. Et j'ai gardé 20 000 sur un compte livret de développement durable chez le Crédit Agricole pour des projets à moyen terme. Pour la première fois de ma vie, j'avais un patrimoine, une stratégie, une vision. J'ai aussi pris une autre décision irréversible, celle de changer de métier. À 53 ans, j'ai quitté mon poste d'aide-soignante, avec toute l'estime que j'ai pour ce métier essentiel mais épuisant. Et je me suis formée pendant 6 mois comme qu'auxiliaire de vie spécialisée en libéral. Ça me permettait de choisir mes horaires, de gagner un peu plus, environ 2 000 € net par mois avec une bonne organisation, et surtout de préserver mon dos et ma santé qui commençaient à morfler après 25 ans de nuit et de manutention. Yanis m'a offert une formation en gestion financière en ligne. Un truc hyper complet sur une plateforme qui s'appelait Udemy, avec des modules sur le budget, l'investissement, la psychologie de l'argent. J'ai dévoré tout ça comme une assoiffée. J'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone, tous ces classiques que j'aurais dû lire 20 ans plus tôt. Et franchement, chaque page me donnait l'impression de me réveiller d'un long sommeil financier. Pendant ce temps, Mathilde continuait sa queda, même si elle s'en rendait pas compte. Elle avait perdu son job chez Zara à cause de retards répétés, elle avait déménagé chez son copain Julien, qui la supportait financièrement, et leur dispute était légendaire d'après ce que j'entendais via des connaissances communes. Elle m'envoyait des messages sporadiques, toujours pour se plaindre, jamais pour prendre vraiment de mes nouvelles. Et jamais, au grand jamais, elle s'est excusée pour m'avoir abandonnée le jour des inondations. 2 ans ont passé. 2 années de reconstruction, d'apprentissage, de croissance. Mon petit patrimoine fructifiait doucement. Mes ETF avaient pris 15% de valeur malgré les turbulences des marchés. Mon activité d'auxiliaire de vie marchait bien avec une clientèle fidèle de personnes âgées que j'adorais. Je portais désormais des vêtements clairs et élégants, des chemisiers crème et des pantalons beige bien coupés qui me donnaient confiance en moi. J'avais même commencé à voyager un peu. Des week-ends à Bordeaux chez Yanis, un séjour à Lyon pour découvrir la ville. Ma vie avait basculé dans une ascension tranquille mais réelle. Et puis, un soir de décembre 2025, j'ai reçu un appel de Mathilde. Sa voix était différente, cassée, humble pour la première fois depuis des années. « Maman, je peux venir te voir s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. » J'ai accepté, malgré la boule au ventre, malgré toutes les blessures pas encore cicatrisées. Elle est arrivée chez moi le lendemain, dans mon joli petit appartement parisien qu'elle découvrait pour la première fois. Elle a regardé autour d'elle avec des yeux écarquillés, le parquet en chêne clair, les meubles modernes et lumineux, les plantes vertes que j'adorais entretenir, la vue sur le parc Montsouris depuis ma fenêtre. « Maman, c'est magnifique ici. Tu as vraiment réussi à rebondir. » Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix, mais aussi quelque chose que j'avais jamais entendu, du respect. On s'est assise sur mon canapé gris perle et elle a commencé à parler. Julien l'avait quittée, elle avait plus de logement, elle avait accumulé des dettes de carte de crédit pour maintenir son train de vie, environ 10 000 € qu'elle n'arrivait plus à rembourser.
Elle était en découvert permanent à la banque postale. Elle recevait des lettres de relance, elle dormait chez des copines en attendant de trouver une solution. Maman, je sais que j'ai été horrible avec toi. Je sais que je t'ai abandonné quand tu avais besoin de moi. Mais là, je suis au bout du rouleau. Je te demande pas de me donner de l'argent. Je te demande juste de m'aider à comprendre comment tu as fait pour t'en sortir. Parce que franchement, moi je couille. J'ai vu dans ses yeux cette même peur animale que j'avais vue chez Yanis 15 ans plus tôt. Le ponto de Virada, celui où on touche le fond et où on doit choisir entre se noyer ou remonter à la surface. J'aurais pu être dur, lui balancer toutes les vérités qu'elle méritait d'entendre. Mais j'ai choisi une autre voie, celle de l'éducation, plutôt que de la punition. Mathilde, je vais t'aider, mais pas comme tu imagines. Je vais pas te filer 10 000 euros pour éponger tes dettes, parce que dans 6 mois, tu seras de nouveau dans la même situation. Je vais t'apprendre à gérer ton argent, à reconstruire ta vie financière de zéro. Mais il va falloir que tu sois prête à faire des sacrifices, à changer radicalement tes habitudes. Tu es prête à ça? Elle a hoché la tête en pleurant. Et pendant les 3 mois suivants, on s'est vus chaque semaine. Je lui ai transmis tout ce que Yanis m'avait appris, adapté à sa situation. On a commencé par dresser un bilan complet de ses finances avec l'application Bankin, qui synchronise tous les comptes bancaires et qui donne une vision claire des revenus et dépenses. Résultat, Mathilde gagnait 1400 euros par mois avec son nouveau job de caissière chez Carrefour, mais elle dépensait 1800. Normal qu'elle soit en découvert permanent. On a établi un budget strict selon la méthode 50-30-20. 700 euros pour le loyer d'une petite chambre en colocation que j'ai trouvée pour elle près de Villejuif. 200 euros pour la bouffe en cuisinant maison et en arrêtant les Deliveroo quotidiens. 150 pour les transports et les charges. Ça faisait 1050 euros. Restait 350 euros. On en a mis 200 pour rembourser ses dettes avec un plan sur 4 ans. 100 pour ses loisirs, très réduits, et 50 obligatoirement en épargne sur un livret A chez Boursorama. Mais maman, 50 euros par mois, ça sert à rien, elle s'est écriée. Je lui ai montré les calculs que Yanis m'avait faits. Ma chérie, en 5 ans, avec juste 50 euros par mois, tu auras 3000 euros de côté. C'est 3000 euros de sécurité que tu n'as pas aujourd'hui. Et quand tes dettes seront remboursées dans 4 ans, tu pourras augmenter à 250 euros par mois et là, la magie des intérêts composés va commencer à opérer. Je lui ai aussi fait lire les livres qui m'avaient transformée. Je l'ai inscrite à des groupes Facebook de finances personnelles où des jeunes partageaient leur stratégie d'épargne. Je lui ai montré comment utiliser l'app Linkso pour traquer ses dépenses en temps réel. Mais surtout, je lui ai parlé de mentalité. Mathilde, tu sais quelle est la différence entre Yanis et toi? C'est pas l'intelligence, c'est pas la chance, c'est pas le background. C'est la capacité à différer la gratification, à sacrifier le plaisir immédiat pour un objectif long terme. Yanis a passé ses années d'études à bosser pendant que ses potes faisaient la fête. Il a investi ses premiers euros au lieu de les claquer. Il a supporté des années de galère pour construire sa boîte. Toi, tu as toujours voulu tout de suite, sans effort, sans patience. Résultat, à 28 ans, tu repars de zéro pendant que lui, il est millionnaire. Monsieur, j'ai dur à entendre, mais c'était la verdade qu'elle devait intégrer. Et progressivement, j'ai vu un changement s'opérer en elle. Elle suivait son budget à la lettre. Elle cuisinait ses repas. Elle trouvait des loisirs gratuits, comme les promenades au parc ou les soirées ciné chez des amis. Elle était fière de montrer son livret A avec 300 euros après 6 mois, puis 600 après 1 an. Maman, regarde, j'ai jamais eu autant d'argent de côté de toute ma vie. C'était touchant et triste à la fois, mais c'était un début. Un jour, elle m'a demandé timidement, « Tu crois que Yanis accepterait de me rencontrer? J'aimerais lui présenter mes excuses pour toutes les méchancetés que j'ai dites sur lui. » J'ai appelé Yanis et il a accepté sans hésiter. On s'est retrouvés tous les trois dans un restaurant sympa près de Châtelet, un endroit avec des nappes blanches et une ambiance feutrée. Mathilde a fondu en larmes en voyant Yanis. « Je suis tellement désolée. J'ai été jalouse, égoïste, méchante. Tu méritais tout l'amour et le soutien que maman t'a donné. Et moi,
J'ai tout gâché par mon ingratitude. Yanis l'a serré dans ses bras avec une générosité qui m'a ému aux larmes. Mathilde, on a tous nos démons et nos moments de faiblesse. L'important, c'est ce qu'on fait après. Tu es en train de reconstruire ta vie et ça demande un courage énorme. Je suis fière de toi. Ce moment de réconciliation, c'était ma vraie Victoria Silenciosa. Pas l'argent, pas l'appartement, pas le patrimoine qui grossissait lentement. C'était d'avoir transmis à ma fille les outils pour qu'elle puisse devenir autonome, responsable, libre financièrement. C'était d'avoir compris que la justice inesperada de la vie, c'est pas toujours spectaculaire, c'est pas toujours instantané, mais elle finit toujours par s'imposer. Aujourd'hui, 3 ans après les inondations, ma vie est méconnaissable. Mon patrimoine s'élève à environ 350 000 € entre mon appartement, mes investissements qui ont bien performé et mon épargne. Je travaille à mi-temps comme auxiliaire de vie, ce qui me laisse du temps pour profiter de mes petits-enfants. Oui, parce que Mathilde a rencontré un homme bien, un prof de maths qui partage sa nouvelle vision de la vie. Et ils ont eu un petit garçon adorable l'année dernière. A fini de rembourser ses dettes il y a 6 mois. Elle a maintenant 8 000 € d'épargne. Elle a ouvert un PEA avec 500 € qu'elle alimente de 100 € par mois et elle suit des formations en ligne pour devenir gestionnaire de paye, un métier qui paie mieux et qui a du sens pour elle. Elle m'appelle chaque semaine pour me raconter ses progrès, me demander des conseils, me remercier. Notre relation s'est transformée. Elle est devenue adulte, enfin. Yanis continue de prospérer. Il a réinvesti une partie de sa fortune dans des startups prometteuses. Il a créé une fondation pour aider les jeunes défavorisés à accéder aux études supérieures. Et il vient me voir régulièrement avec sa compagne, une chercheuse en biologie aussi brillante que lui. Il m'appelle toujours Tata Élise, et franchement, ça me remplit le cœur à chaque fois. Alors voilà, je termine cette histoire avec une question pour vous. Et toi, quand vas-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand vas-tu arrêter de croire que l'argent c'est sale, que c'est compliqué, que c'est pas pour toi? Quand vas-tu comprendre que chaque euro économisé aujourd'hui, c'est 10 € de liberté dans 10 ans? Tu vois, la vraie reviravolta de ma vie, c'était pas le jet privé ni l'appartement parisien. C'était le moment où j'ai compris que j'avais le pouvoir de changer mon destin financier. Même à 53 ans, même après des décennies de galères, même avec 0 connaissance de départ. Si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux. Il suffit de commencer aujourd'hui, maintenant, avec ce que tu as. Ouvre un compte Boursorama ou chez Desgiro, gratuit et sans frais. Programme un virement automatique de 50 ou 100 € par mois vers un ETF World. Télécharge Linkso ou Bankin pour suivre tes dépenses. Lis un livre sur les finances personnelles. Juste un petit pas, puis un autre, puis un autre. Et dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu regarderas en arrière et tu te demanderas pourquoi tu as attendu si longtemps. Parce que la justice, la vraie, celle qui compte, c'est pas celle qui tombe du ciel. C'est celle qu'on construit, euro par euro, décision par décision, sacrificio par sacrificio. C'est la justice inesperada qui surgit quand on arrête d'attendre que les autres nous sauvent et qu'on prend notre vie en main. Alors vas-y, écris ton histoire. Change ton rapport à l'argent. Brise le cycle de la précarité. Construis ta victoire silenciosa. Et dans quelques années, peut-être que toi aussi tu raconteras ton incroyable reviravolta à quelqu'un qui en a besoin. Si ce récit vous a touché, si vous sentez que c'est le poteau de virada dont vous aviez besoin pour agir, abonnez-vous maintenant et activez cette cloche. Parce que chaque semaine, je partage des histoires comme celle-ci qui transforment des vies. Allez, à très bientôt. Et n'oublie jamais, ton passado conturbado n'est pas ta prison, c'est ton tremplin. Paix, priez